La saison 2 commence avec Mercredi ligoté dans le sous-sol d'un tueur en série, entouré de poupées sinistres. 6 semaines plus tôt, elle perfectionnait ses dons psychiques à l'aide du livre de Woody. Ses recherches l'avaient conduite jusqu'à la 11e victime du dépeceur, qui avait lâché sa boule de bowling au moment de son enlèvement. Grâce à cet objet, Mercredi parvint à avoir des visions du crime et à suivre la piste du tueur. Le seul obstacle était de prendre l'avion, car elle devait affronter les contrôles de sécurité. On lui confisqua ses armes, ainsi qu'un pot de crème solaire dépassant la limite autorisée. Elle prétendit que la main trouvée dans son sac n'était qu'une prothèse destinée à une convention de jeunes embaumeurs à Kansas City. « C'est une main prothétique, ce n'est pas le problème », plaida-t-elle. Une fois à Kansas, elle localisa le suspect dans un salon de toilettage canin et le confronta. En tentant de l'attaquer avec un tasé, elle fut maîtrisée et emmenée dans un sous-sol décoré comme une macabre fête du thé. Le tueur lui montra une poupée à son effigie, expliquant qu'elle représentait sa manière de se souvenir de ses victimes. Calme, Mercredi parvint à retirer son bâillon et lui dit qu'il devait voir l'une de ses propres créations. Elle désigna une poupée douce surgie d'Edo, qui attaqua férocement le tueur. « Je veux que tu vois une de mes propres créations », lança-t-elle. Pendant que l'homme tentait de se libérer, Mercredi se détacha. Dedo finit par neutraliser le tueur. Cachant ses larmes sombres, Mercredi prit un couteau, s'approcha de l'agresseur et lui dit « Jouons aux poupées ». De retour chez elle, Mercredi entoura un article de journal annonçant que le dépeceur avait été dépecé. Alors qu'elle rangeait ses affaires, sa mère entra pour la presser de retourner à Nevermore. Voyant que Mercredi écrivait un roman, elle lui demanda quand elle pourrait le lire. Bien que Mercredi pensât ne jamais le permettre, elle répondit que ce serait bientôt. Elle rappela aussi à Dedo sa loyauté. En route vers Nevermore, la famille discuta des pouvoirs de Morticia et de Périclet. Homero plaisanta sur le fait que la famille était une ressource précieuse. Mercredi demanda à son frère de tirer un éclair sur un panneau routier, menaçant de l'éjecter s'il échouait. Homero révéla que le bouton d'éjection pouvait désormais être activé par n'importe qui grâce à Dedo. Périclet visa juste, provoquant une explosion sur la route dont la famille ne se rendit pas compte. Pendant ce temps, dans un bois, une famille pique-niquait lorsqu'un photographe commença à les prendre en photo sans permission. Bientôt, des corps tombèrent sur sa camionnette et l'encerclèrent violemment. Piégé, le photographe appela quelqu'un pour avertir que les corps l'avaient découvert et que les preuves étaient en sécurité à la base. En se retournant, il se retrouva entouré de corbeaux à l'intérieur du véhicule, qui l'attaquèrent férocement. La famille Adams arriva finalement à Nevermore. Morticia fut surprise que Mercredi revienne volontairement. Cette dernière déclara que c'était comme revenir sur une scène de crime. Elle prévint qu'elle ne tolérerait plus le chaos incontrôlé et qu'elle dominerait l'espace à sa guise. Sa mère lui rappela que le contrôle n'était qu'une illusion, comme elle le faisait avec Homero. C'était la première année de Périclet à Nevermore, et il se montrait nerveux à l'idée de se faire des amis. Morticia demanda à Mercredi de veiller sur lui. Elle accepta, se souvenant comment elle l'avait enfermé dans un cercueil quand ils étaient enfants. Elle lui donna des conseils, éviter le contact visuel, demander de l'aide par écrit et se rappeler que tout serait rapporté par Dedo. 0 contact visuel sans permission. Les demandes d'aide se font par écrit, et Dedo me rapporte tout. Compris. À leur arrivée, les étudiants célébrèrent le retour de Mercredi. Un groupe lui demanda des autographes, et elle répondit qu'elle ne signait qu'avec du sang. Bianca intervint, ordonnant aux jeunes filles de s'éloigner, ce qu'elles firent immédiatement. Mercredi, mal à l'aise, fut avertie par Bianca que, depuis qu'elle avait sauvé l'école du démon pèlerin, la célébrité était inévitable. Le nouveau directeur, Baridor, se présenta à Mercredi, la remerciant d'avoir sauvé l'institution et lui proposant de relancer la cérémonie de la grande flambée du fondateur, une ancienne tradition des exclus. Il lui demanda d'y réfléchir, affirmant vouloir être son allié. Il exprima son souhait de faire de Mercredi l'étudiante d'honneur et déclara avoir besoin d'elle pour une bataille symbolique visant à restaurer la gloire de Nevermore. Critique envers la gestion de l'ancienne directrice, il évita de parler en mal des morts. Mercredi répondit avec sarcasme qu'elle préférait diaboliser les vivants et se retira. En arrivant dans son dortoir, Mercredi découvrit une fête organisée par Enid, qui demanda rapidement à tous de partir. L'un des invités mentionna avoir installé quelque chose et conseilla de ne pas y mettre de poids. Il demanda ensuite l'aide d'Enid, ce qui la toucha. Seule, Enid demanda à Mercredi comment s'étaient passées ses vacances, confiant que les siennes avaient été les meilleures. Fidèle à son style, Mercredi répondit qu'elle aimerait la tuer en entendant cela. Enid évita d'entrer dans les détails, mais offrit à Mercredi un t-shirt avec une blague sur les monstres. Mercredi, sans grand enthousiasme, lui donna en retour une poupée prise chez le dépeceur, faite de cheveux humains. Enid,
troublé, choisit d'ignorer ce détail. Merci, c'est vrai que c'est un peu effrayant, mais les boucles sont super douces. C'est du vrai cheveu humain. Enid partagea ses objectifs pour l'année, rejoindre la meute, mener la danse et intégrer les obscuristes. Elle demanda à Mercredi ses propres buts. Cette dernière répondit qu'elle voulait éviter les gens et écrire son nouveau roman, Serpent de la mort. Lorsqu'Enid s'enquit de son précédent manuscrit, Mercredi lui montra un texte couvert de corrections, précisant qu'elle n'y changerait rien, car il lui avait pris 2 ans à écrire. Elles furent interrompues par Ajax, qui cherchait Enid. Mercredi mentit en disant qu'elle n'était pas là et reçut avec dédain un unicorne en peluche. Enid remercia pour le geste, mais confia être confuse au sujet de ses sentiments pour Ajax. Mercredi lui conseilla de lui parler. À ce moment, une arbalète cachée dans l'armoire se déclencha, tirant une flèche sur une photo de Mercredi avec l'inscription « Bienvenue, Mercredi. Je continue de t'observer. Parle-lui et mets fin à ça. Mais si je fais ça, ce serait comme lui tirer une flèche dessus, dit Enid. » En touchant la photo, Mercredi eut une vision où elle parlait avec le directeur, mais elle ne put identifier son harceleur. Enid remarqua une larme sombre sur son visage, mais Mercredi minimisa l'incident. Pendant ce temps, la famille Adams aidait Périclet à s'installer dans son dortoir. Homero nota combien l'école avait changé. Eugène salua Périclet, admirant ses gadgets et montrant sa capacité à contrôler les insectes. Périclet plaisanta sur le fait de les manger, mais Eugène refusa. Il annonça qu'il sortait avec des amis et qu'il ne partageait une chambre que parce que Mercredi l'avait aidé. Ajax arriva, s'enquit de l'installation et évita une question sur sa relation avec Enid avant de partir. Mercredi retrouva ses parents et le directeur d'or, qui proposa à Morticia de présider le comité de collecte de fonds et d'habiter l'ancienne cabane du jardinier. Morticia confia se sentir désorientée avec ses 2 enfants à Nevermore. Elle offrit à Mercredi d'être temporairement sa guide spirituelle, faute de contact avec leurs ancêtres. Mercredi refusa, arguant qu'elles étaient différentes. Elle était des corbeaux, sa mère des colombes. Morticia fit allusion à sa sœur Ophélie avec délicatesse. Elle observa sa fille avec mélancolie, confessant que Mercredi lui rappelait de plus en plus Ophélie. Gênée, Mercredi détourna l'attention vers Périclet, qu'elle voyait destiné à une vie sans éclat. Seule avec Homero, Morticia exprima sa crainte que Mercredi leur cache quelque chose de grave. « Il y a quelque chose que Mercredi me cache, et je ne laisserai pas l'histoire se répéter », assura-t-elle. Dans un bois proche, les autorités découvrirent le corps de Carl Bradbury, un détective privé. La scène fut observée par des employés d'un supermarché local. Alors que la police discutait du cas avec sarcasme, une nuée de corbeaux attaqua brutalement, un événement inhabituel même pour Jericho. Mercredi se rendit sur les lieux, où elle fut confrontée par la nouvelle shérif Santiago. Cette dernière tenta d'asseoir son autorité, mais Mercredi, indifférente, méprisa ses paroles. Avant de partir, elle remarqua une silhouette fuyant parmi les arbres et l'intercepta. En reconnaissant son visage, elle découvrit qu'il s'agissait de Tyler Galpin. Confus, celui-ci expliqua qu'il connaissait la victime et que Bradbury enquêtait sur quelque chose touchant directement les exclus. Il ajouta que son fils faisait partie de ce groupe et accusa dont il d'avoir fait de lui un monstre. Mais Mercredi fut catégorique. Tyler l'avait toujours été. Pour elle, les gens ne changeaient pas, et Galpin n'était qu'un homme brisé se cachant derrière un badge. Malgré ses appels à l'aide, elle s'éloigna. Avant de disparaître dans la forêt, il lança des avertissements cryptiques. Les corps les surveillaient, et Mercredi avait été attiré vers cette affaire, non par hasard. « Tu n'es pas arrivé sur cette scène de crime par accident, Adams. Tu as été attiré comme un papillon vers une flamme. Dommage que sa perspicacité psychologique n'ait pas sauvé son fils. » Cette nuit-là à Nevermore, les étudiants se réunirent pour raconter des histoires d'horreur. Ajax narra la légende d'un génie qui construisit un cœur mécanique pour suivre le rythme de son esprit, mais dont l'ambition le détruisit. Sa tombe anonyme, sous l'arbre-crâne, laisserait encore entendre les battements de son cœur. Pendant ce temps, le directeur Baridor convoqua Bianca pour lui proposer d'être le visage de la gala de collecte de fonds. D'abord réticente par manque de temps, elle fut rappelée à son statut de boursière, le succès de l'événement impactant directement les élèves dans sa situation. Bianca soupçonna que son identité de sirène influençait ce choix. Dor, froidement, affirma que son charisme était un atout pour une noble cause et lui demanda d'y réfléchir. Le lendemain, Enid trouva Dedo seul sur le balcon. Il révéla avoir eu une dispute avec Mercredi. En plaisantant, Enid lui dit que toutes les familles finissaient par devenir des punching balls. Elle lui offrit un espace à lui, une cabane improvisée et chaleureuse, créée spécialement pour lui. À son arrivée, il fut accueilli par des hurlements de bienvenue. Il faisait désormais partie de la meute.
Chaque personnage reprit ses activités. Mercredi jouait du violoncelle dans une salle vide, se laissant envelopper par la musique. Morticia, inquiète, examinait les dessins sombres et perturbants de Périclet. Ce dernier étudiait une carte de l'école à la recherche de l'arbre-crâne. Dedo, lui, construisait un coin personnel, élargissant son univers au-delà de son lien avec Mercredi. Dans la salle de musique, une femme s'approcha. Elle s'appelait Isabelle. Mercredi, l'observant de loin, la reconnut immédiatement. Une enfant prodige qui, dans sa jeunesse, avait acquis une renommée pour ses œuvres musicales acclamées. La célébration des anciennes traditions des exclus suscita un grand enthousiasme parmi les étudiants, qui voyaient une revendication culturelle. Même Bianca, initialement réticente, participa volontairement après les pressions du directeur, ce qui conféra une légitimité à l'événement. Morticia fut également invitée et accepta d'assister à l'allumage de la grande flambée. Cette même nuit, Mercredi reçut un tableau inquiétant d'un corbeau avec une cicatrice rouge, qu'elle interpréta comme une menace. Elle découvrit bientôt que son roman, fruit de 2 ans de travail, avait disparu. C'était sa seule copie. À côté de l'emplacement vide, elle trouva une note. Le voleur prévoyait de le brûler lors de la cérémonie de la grande flambée. Contenant sa rage, Mercredi jura qu'elle ne le permettrait pas. Mon harceleur va brûler mon manuscrit dans la grande flambée du fondateur. Ce n'était pas ta seule copie, n'est-ce pas? Le jour de l'événement, la tension était palpable. La flambée brûlait au centre de la cour, entourée par la foule. Mercredi scrutait les visages à la recherche du coupable. Une fillette l'observait avec une intensité troublante, attirant son attention. Pendant ce temps, Périclet, ignorant tout, tentait de convaincre d'autres étudiants d'explorer l'arbre-crâne. Personne ne voulut l'accompagner. Des étudiants bousculèrent Mercredi et lui remirent une note menaçante. « Si tu ne veux pas que ton roman finisse en cendres, retrouve-moi sous la flambée. » Peu après, durant la cérémonie, l'hymne de Nevermore retentit, et le directeur proclama le début d'une nouvelle ère. Mais Mercredi se retrouva piégé à l'intérieur de la structure de la flambée au moment où elle s'embrasait. Dedo l'observait, angoissée. Elle parvint à s'échapper indemne, son roman toujours en main. Un organisateur lui demanda ensuite de dévoiler un portrait en l'honneur des héros de l'école. Au lieu de cela, Mercredi prononça un discours incendiaire, affirmant qu'elle ne représentait personne et dénonçant l'héroïsme factice. Pendant ce temps, Périclet atteignit l'arbre-crâne, d'où surgit un zombie. Mercredi, elle, fut submergée par une vision où une amie était morte par sa faute, la laissant rongée par la culpabilité. L'histoire se poursuit dans le chapitre 2, intitulé « Mieux vaut un démon sombre connu ». Mercredi, plongée dans une de ses visions psychiques, se trouve dans un cimetière entouré de corbeaux lorsqu'elle est témoin d'une image dévastatrice. Sa meilleure amie, Enid, gît morte et lui crie désespérément que c'est sa faute. Mercredi se réveille en sursaut, des larmes noires coulant sur son visage. Ces larmes, qui apparaissent désormais après chaque vision, restent un mystère pour elle, leur origine lui étant encore inconnue. En se réveillant, elle prononce le nom d'Enid. Sa mère, Morticia, lui assure qu'Enid va bien, mais c'est Mercredi qui l'inquiète. À propos de son don, Morticia lui rappelle qu'elle doit être honnête avec elle-même et lui révèle qu'elle connaît la signification de ses larmes. Elles sont le résultat d'un épuisement psychique, une conséquence de l'utilisation excessive de ses capacités au-delà de ses limites. Inquiète, Mercredi lui demande comment s'en débarrasser. Morticia répond que le premier pas est de lui remettre le livre de sorts de Goody. Cependant, Mercredi s'y oppose, affirmant que Goody était son guide spirituel et que ce livre lui appartient. Avec fermeté mais calme, Morticia lui explique qu'elle n'a pas le pouvoir de décider cela. Elle doit être patiente et attendre son nouveau guide spirituel, qui apparaîtra au moment opportun. Impatiente, Mercredi insiste qu'elle n'a pas de temps à perdre. Intriguée par l'avertissement du shérif Galpin, le tableau de Xavier et la vision de la mort d'Enid, tous liés par la présence d'un oiseau étrange avec un seul œil, Mercredi décide d'agir. Elle demande à Lurch de faire un arrêt et se rend chez Galpin. En arrivant, elle trouve la maison barricadée, couverte de graffitis. À l'intérieur, elle découvre le corps sans vie de Galpin, affalé sur une chaise, les yeux arrachés par des coups de bec. Une nuée de corbeaux s'échappe violemment de sa bouche, s'écrasant contre les fenêtres. Un seul, avec un œil rouge, reste un instant avant de s'envoler. Mercredi observe le corps avec attention, convaincu qu'il s'agit de la seule piste pour sauver Enid. Elle tente d'activer ses pouvoirs psychiques en le touchant, mais échoue à déclencher une vision. Avant qu'elle ne puisse réessayer, la police fait irruption. La shérif Santiago l'arrête et l'emmène au poste. Là, elle lui demande ce qu'elle faisait chez Galpin. Mercredi répond qu'il lui avait lui-même demandé de venir. En retour, elle questionne Santiago sur sa présence sur les lieux. Cette dernière explique que la dernière victime aux yeux arrachés,
Carl Bradbury, avait appelé Galpin juste avant sa mort. Elle a tenté de le contacter pour savoir de quoi ils avaient parlé, mais il ne répondait pas. De plus, son téléphone a disparu, et aucune trace n'a été trouvée chez lui. Elle demande à Mercredi si elle sait ce qu'il est devenu, ce que cette dernière nie, suggérant que Tyler, qui déteste son père, pourrait être impliqué. Santiago précise que Tyler est interné à Willow Hill. À ce moment, Gomez apparaît, se présentant comme le père et l'avocat de Mercredi. Avec fermeté mais politesse, il informe la shérif qu'elle aura besoin d'un mandat pour reparler à sa fille. Père et fille quittent alors le poste. En chemin, Gomez demande à Mercredi ce qu'elle faisait chez Galpin. Elle répond qu'elle l'a vu la veille, car il travaillait sur une affaire et avait requis son aide. Elle ajoute qu'elle doit faire ses valises et ramener sa mère à la maison. Pendant ce temps, Eugène demande à Pugsley pourquoi il n'était pas là la veille à l'heure du coucher et ce qu'il faisait dans le cabanon. Mystérieux, Pugsley lui demande s'il peut garder un secret. Eugène accepte et entre dans le cabanon, où il découvre un cadavre vivant enchaîné. Surpris, il demande ce qu'est cette créature. Pugsley répond simplement que c'est la chose la plus cool qui lui soit arrivée. Il a désormais une mascotte et un meilleur ami. Il révèle aussi que l'histoire racontée par Ajax la veille était vraie et qu'il a réussi à activer le cœur de ce cadavre. Pendant ce temps, Mercredi, troublé par ses pouvoirs psychiques défaillants et ses visions concernant Enid, est convaincu que tout est lié à ces oiseaux étranges. En entrant dans sa chambre, elle trouve des taches de sang et Enid étendue au sol dans une mare de sang. Mais Enid se met à rire. C'était une farce pour le jour des blagues, une tradition annuelle de l'école. Enid explique qu'elle s'est vengée pour l'œil factice trouvé sous son oreiller. Perplexe, Mercredi dit ne pas savoir de quoi elle parle. En voyant l'œil, elle commente qu'un petit oiseau l'a probablement laissé là, reconnaissant à qui il appartient. Peu après, Enid reçoit des messages menaçants de l'harceleur de Mercredi. Cette dernière lui demande d'appeler le numéro d'où ils proviennent, qui mène directement à la messagerie de Galpin. Cette découverte pousse Mercredi à suspecter que l'assassin se moque d'elle. Inquiète, elle suggère à Enid de rester dans la chambre jusqu'à ce qu'elle résolve le problème, mais Enid insiste pour assister à son cours de conduite. Une fois Enid partie, Mercredi tente sans succès d'avoir une vision en touchant l'œil de Galpin. Elle demande alors à Ting de chercher dans le livre de Goody un moyen de restaurer ses pouvoirs. Pendant ce temps, les farces se propagent dans l'école. Mercredi profite de l'occasion pour demander au directeur d'Or et au docteur Orloff s'ils connaissent un étudiant ou un membre du personnel capable de contrôler des oiseaux. Le docteur Orloff répond qu'aucun aviaire n'a été inscrit depuis environ 10 ans. De son côté, Bianca rend visite à Morticia pour discuter de la collecte de fonds, laissant entendre que le directeur attend une généreuse donation de sa part. Avec un sourire énigmatique, Morticia répond que la dernière personne ayant osé demander une donation à sa mère est morte de peur. Pugsley et Eugène retournent au cabanon où ils gardent Slurp, le cadavre vivant considéré comme la mascotte de Pugsley. Ce dernier lui laisse de la nourriture avant de partir. Mais après leur départ, Slurp commence à se débattre pour se libérer de ses chaînes. Désespéré pour obtenir des réponses, Mercredi décide de rendre visite à Tyler à Willow Hill. En son absence, Morticia entre dans sa chambre et exige que Ting lui remette le livre de Goody. Mercredi, se faisant passer pour Enid, vole la voiture de l'instructeur de conduite pour se rendre à Willow Hill. À son arrivée, elle informe le gardien qu'elle souhaite voir Tyler, mais il la prend pour une fan excentrique. Avec fermeté, Mercredi demande qu'il prévienne ses supérieurs que Mercredi Adams est là. La psychiatre, le docteur Fairborn, lui explique que Tyler refuse de coopérer, mais espère que Mercredi pourra le faire parler. Elle entre alors dans sa cellule de haute sécurité. Tyler se moque de sa présence, insinuant qu'elle est tombée amoureuse du monstre en lui. Mercredi lui annonce que son père a été assassiné la veille de manière macabre, tout comme une autre victime, Carl Bradbury, ancien collègue de son père. 2 meurtres en 2 jours. Tyler répond qu'il trouve plus amusant de la voir se perdre dans l'obscurité que de l'aider, ajoutant de saluer Enid de sa part et menaçant de s'en prendre à elle lorsqu'il la reverra. Mercredi réplique froidement que Thorny l'a choisi comme pantin meurtrier non pas pour un potentiel caché, mais parce qu'elle a vu sa véritable nature. Un moins que rien, un voyou à l'esprit faible, sans rien à offrir au monde hormis des talents médiocres de barista. Elle ajoute que sa meilleure vengeance sera de savoir qu'il pourrit dans cette cellule, consumée par son insignifiance. Puis elle s'en va, laissant Tyler visiblement secoué. De retour à Nevermore, Eugène interrompt un cours pour avertir Pugsley que Slurp s'est échappé. Pendant ce temps, Enid emmène Bruno, son nouvel intérêt amoureux, dans sa chambre, où elle trouve un cadeau adressé à Ting. En l'ouvrant, elle découvre une photo de police de Ting, arrêté dans l'Illinois, accompagnée d'une note signée par son complice, Lucas, pour son anniversaire. Enid réalise que toute la famille Adams a oublié l'anniversaire de Ting et l'invite à le célébrer. Mais avant qu'il ne puisse sortir,
quelque chose arrive à Bruno. Au même moment, la maisonnette de Ting se verrouille automatiquement, le piégeant à l'intérieur. Le directeur d'or ordonne à Bianca d'utiliser ses pouvoirs de sirène pour persuader Morticia. Cependant, Bianca retourne ses pouvoirs contre lui, le forçant à promettre de ne plus jamais essayer de la manipuler. À sa surprise, ses pouvoirs échouent, car Dor porte un amulette en corail corinthien, acheté dans une boutique d'antiquités, qui le rend immunisé à son chant. Mercredi retourne dans sa chambre, libère Ting et trouve le portefeuille d'Enid, d'où provient le son de son téléphone. En répondant à un appel, une voix déformée lui donne 30 minutes pour retrouver Enid, sans impliquer personne d'autre. Une carte postale avec un cœur glisse sous la porte, portant l'inscription « Tocaré Millard ». Enid se réveille enchaîné aux côtés de Bruno au sommet de la vieille tour de l'horloge Iago, une structure fermée depuis des années. Une multitude de couteaux sont suspendus au-dessus d'eux. Enid pense d'abord à une farce d'Ajax, mais change d'avis lorsqu'un couteau tombe dangereusement près. Mercredi examine la carte postale et déduit que le cœur représente un organe et que le message est composé de notes musicales. En jouant ces notes sur un orgue, un passage secret s'ouvre. Alors qu'elle avance dans le tunnel caché, une silhouette masquée la suit en silence. Peu après, il ne reste que le masque, avec l'inscription « Le temps presse ». Mercredi trouve enfin Enid. Les couteaux commencent à descendre lentement. Mercredi découvre une machine à écrire avec un défi. « Qu'est-ce que tu ne vois pas ? Réponds pour libérer tes amis ». En observant une collection de livres, elle remarque qu'il manque l'homme invisible. En tapant le titre, les couteaux s'arrêtent juste à temps. La responsable apparaît alors, souhaitant un joyeux jour des farces. Elle se présente comme Agnès, une étudiante de 13 ans, invisible et se disant la plus grande fan de Mercredi. Cette dernière lui demande si elle pense vraiment qu'elle va croire qu'elle a tout organisé seule. Agnès admet avoir reçu l'aide de quelques « Da Vinci » pour attirer son attention. Mercredi l'interroge sur les meurtres, la mort de Galpin et l'œil laissé dans sa chambre. Agnès insiste qu'elle n'est pas impliquée, qu'elle voulait seulement être son amie. Lorsqu'on lui demande qui est derrière tout ça, Agnès répond qu'elle veut l'aider à le découvrir et lui remet le téléphone de Galpin, obtenu en faisant chanter d'autres personnes. Mercredi, Enid et Bruno s'en vont, laissant la fan déséquilibrée seule. De son côté, Bianca utilise son chant de sirène sur Morticia pour la convaincre d'inviter sa mère à la gala de bienfaisance. Plus tard, Mercredi s'excuse auprès de Ting et lui offre une vieille clé à molette en cadeau. Elle apprend que Morticia a pris le livre de sorts de Goody. À cet instant, le même corbeau à l'œil rouge apparaît, puis s'enfuit rapidement, la laissant encore plus troublée. Pendant ce temps, Slurp erre dans la forêt. L'instructeur de conduite l'écrase accidentellement, mais Slurp disparaît avant de réapparaître et de dévorer l'instructeur. Alors qu'Homero et Morticia tentent de se faire pardonner par Ting pour avoir oublié son anniversaire, Homero demande à sa femme comment avance l'organisation de la gala. Morticia admet avoir eu une soudaine envie d'inviter sa mère, notant qu'étant l'ancienne élève la plus riche de Nevermore, c'est probablement pourquoi le directeur d'or a cherché à la recruter. Homero tente de la calmer, minimisant l'affaire et la distrayant avec de la musique et une danse singulière. Pendant que le couple danse, Mercredi s'introduit par une fenêtre dans la chambre de sa mère pour récupérer le livre de Goody dans un coffre. Mais Morticia la surprend, lui disant qu'elle ne lui facilitera pas l'accès. Mercredi explique qu'une nouvelle vision implique la possible mort d'Enid et qu'elle doit restaurer ses pouvoirs psychiques. Morticia refuse, arguant que sa fille n'a pas encore maîtrisé son don et la comparant à sa tante Ophélie, dont l'impatience l'a menée à la folie. Malgré leurs différends, Morticia promet de ne pas échouer comme sa propre mère l'a fait. Frustrée, Mercredi quitte la pièce. En réfléchissant dans sa chambre avec Ting, elle comprend que sans ses pouvoirs, elle devra résoudre l'affaire Galpin à l'ancienne. Elle convainc Enid de sortir et confie à Ting qu'elle ne peut pas lui parler de la mort de Galpin. Agnès apparaît alors, fascinée par le récit de Mercredi, qui la confronte et lui ordonne de disparaître, menaçant d'organiser son enterrement si elle revient. Périclet et Eugène retrouvent Slurp dans le cabanon, notant sa capacité de régénération. Inquiet, Eugène suggère d'avertir un adulte, mais Périclet, nerveux, assure qu'il a un plan. Au funérailles de Galpin, Mercredi rencontre la shérif Richie et le docteur Fairborn. La shérif l'avertit de cesser de s'impliquer avec des assassins déséquilibrés et mentionne être au courant de sa visite à Tyler. En partant, Mercredi demande au docteur Fairborn si Galpin avait rendu visite à Tyler. Elle répond qu'il n'est venu qu'une fois et qu'elle n'avait jamais vu une telle fureur chez un patient, nécessitant un collier de choc pendant 5 minutes pour qu'il redevienne humain. Mercredi suggère que l'assassin pourrait être un aviaire, mais Fairborn assure qu'aucun interné n'a de pouvoir sur les oiseaux. Mercredi la remercie et s'en va, sans remarquer le corbeau à un œil qui l'observe. À l'auberge Apple Hollow, Bianca utilise ses pouvoirs de sirène sur la réceptionniste pour obtenir la clé de la chambre 302,
ordonnant que personne ne dérange l'occupant et qu'elle oublie sa présence. En entrant, elle reproche à sa mère de ne pas avoir fermé les rideaux et lui demande si elle est sortie. Inquiète, sa mère répond qu'elle suit les informations. Bianca explique que la seule façon pour elle de quitter la secte était menottée ou dans un sac mortuaire, et qu'elle a tout fait pour éviter cela. Elle ajoute que Gideon l'a trouvée vulnérable, mais qu'elle ne la blâme pas. Sa mère insiste qu'elle devrait, car il l'a épousée pour qu'elle recrute des adeptes et lui vole son argent. Bianca assure que le plus dur est passé et qu'il suffit de suivre le plan. Ils trouveront Gideon et elles seront libres. Frustrée par les obstacles dans son enquête, Mercredi interroge Agnès sur la manière dont elle a déverrouillé le téléphone de Galpin. Agnès révèle qu'avec l'aide de Joséphine, elles ont imité l'apparence du shérif pour y accéder. Elle remet à Mercredi une boîte contenant les effets personnels de Galpin, récupérés avant l'arrivée de la police. En examinant le contenu, Mercredi trouve un enregistrement de Karl mentionnant une « base », ce qui l'amène à conclure qu'il ne s'agit pas d'un poste de police, mais d'un autre lieu. Une photo parmi les objets indique un endroit appelé Pinecrest. Avec l'aide d'un plan et de Ting, elle découvre que le site est près du camp de Jéricho, l'obligeant à rejoindre l'excursion des étudiants. Au camp, Mercredi remarque que Périclet transporte un cercueil et lui demande ce qu'il contient. Il répond, évasif, qu'il s'agit d'essence. La famille Adams arrive alors. Périclet demande à Lurch de l'aider avec le cercueil. Homero tente d'apaiser la tension entre Mercredi et Morticia, mais Mercredi s'en va sans un mot. Plus tard, Homero demande à Morticia s'il ne serait pas plus simple de donner le livre à Mercredi. Elle répond que, malgré son envie de lui faire plaisir, elle veut que sa fille comprenne qu'elle ne peut pas la perdre et demande son soutien total. Au camp, Eugène découvre que Périclet a caché Slurp, le zombie, dans le cercueil, justifiant qu'il ne pouvait pas le laisser seul et qu'il a installé des alarmes avec des feux d'artifice en cas d'évasion. Furieux, Eugène décide de dormir dans une autre tente. Homero arrive avec des collations, mais les deux garçons le repoussent. Comprenant la situation, il leur conseille de ne laisser aucune trace s'ils ont des ennuis. Le directeur d'Or accueille les étudiants avec enthousiasme, mais Ron Kruger, chef des cadets Phoenix, revendique le camp avec un contrat de réservation. Dor présente également un contrat. Mercredi intervient, proposant de régler le conflit par un combat. Le vainqueur reste, le perdant part. Les enseignants expliquent les règles. 2 équipes de 10 membres, 5 pour défendre, 5 pour attaquer, doivent récupérer un séphir et l'amener à la tour de guet. Le premier à y parvenir gagne. Pendant le jeu, les 2 équipes s'emparent du séphir, déclenchant une course intense. Juste avant qu'un cadet ne l'emporte, Mercredi glisse sur une corde, le repousse d'un coup de pied et place le séphir, assurant la victoire à son équipe. Les cadets Phoenix jurent de reprendre le camp. Ce soir-là, autour du feu, Ajax observe tristement Enid, heureuse avec Bruno qui joue de la guitare. Mercredi, quant à elle, part pour Pinecrest et entre dans une cabane abandonnée. Elle y trouve des photos de la famille Galpin et des articles sur des patients décédés du centre psychiatrique. Tout pointe vers une femme nommée Loi, que Mercredi pense être la prochaine cible d'Enid. Mais ses pouvoirs refusent de fonctionner, ignorant qu'un corbeau à un œil l'observe depuis une fenêtre. Au camp, Dor s'assoit près du feu et demande à Morticia si elle a convaincu sa mère de reprendre ses donations, sachant qu'elle n'a rien donné depuis des années. Morticia répond qu'elle n'a pas eu de réponse, ajoutant que sa mère aime manipuler les situations et qu'elle refuse de jouer ce jeu. Pendant ce temps, Ajax interrompt une conversation entre Enid et Bruno dans la forêt. Enid admet que les choses sont allées trop vite et qu'elle aurait dû clarifier le changement de ses sentiments. Triste, Ajax baisse les yeux et s'éloigne. Plus tard, Mercredi confronte sa mère, l'accusant d'avoir franchi des limites en volant le livre de Goody. Elle la défie à un duel d'escrime à l'aveugle. Si Mercredi gagne, elle récupère le livre. Si Morticia gagne, elle le brûlera. Les conditions acceptées, le duel commence sous le regard de Ting. Au même moment, les cadets Phoenix tentent de reprendre le camp en s'infiltrant de nuit en tenue de camouflage. Ron Kruger entre dans la tente où se trouve Slurp, mais le zombie, libéré, l'attaque et dévore son cerveau, déclenchant les alarmes de feu d'artifice. Périclet et Eugène arrivent et constatent l'absence de Slurp, mais trouvent le corps inerte de Kruger, ce qui les inquiète. Agnès apparaît alors, surprenant les garçons. Périclet lui demande ce qu'elle fait là. Elle répond qu'elle gère les « problèmes secondaires » de Mercredi. Les 3 s'enfoncent dans la forêt à la recherche du zombie. Attiré par la musique, Slurp atteint une douche rustique où Homero se lave. Le zombie saisit une hache et commence à démolir le mur derrière lui. Périclet intervient, électrocutant Slurp, qui s'effondre. L'agitation alerte le camp, mais Slurp se relève et s'enfuit dans la forêt, tombant sur Mercredi et Morticia. À cet instant, Morticia brise le cœur de cristal sur la poitrine de Mercredi, remportant le duel. Mais Slurp surgit derrière elle.
Mercredi réagit vite, lançant son épée à travers la tête du zombie, sauvant sa mère. La police arrive peu après, emportant les corps de Kruger et Slurp. Réfléchi, Mercredi accepte sa défaite et la réalité de poursuivre son enquête sans ses pouvoirs, se demandant qui est Loi. Au centre psychiatrique, on informe le docteur Fairborn de l'arrivée d'une nouvelle patiente. Elle recommande une surveillance constante, car cette dernière a commis au moins 2 meurtres. En ouvrant la fenêtre de la cellule, on accueille la femme, menottée. L'histoire se poursuit dans le chapitre 4, à l'hôpital psychiatrique de Willow Hill. Laurel est conduite devant la directrice. Elle avoue avoir manipulé Tyler avec le contenu de son livre. Alarmée, la directrice exige de savoir ce qu'elle lui a fait pour entamer sa réhabilitation. Laurel mentionne des rumeurs sur des expériences secrètes menées sur les patients. Face à son refus de coopérer, la directrice menace d'utiliser une méthode plus invasive pour libérer Tyler et ordonne son transfert en correctionnel. Sans option, Laurel accepte d'aider en échange d'une dernière rencontre avec Tyler. Dans sa cellule, elle le trouve enchaîné et lui dit qu'il lui manque comme à une mère. Tyler en profite pour se transformer et tente de l'étrangler. Malgré l'attaque, Laurel le convainc de la libérer, promettant de le sortir bientôt. Au cimetière, Mercredi trouve un vase contenant ce qu'elle croit être des restes humains. Sa grand-mère apparaît alors, répondant à son appel. Mercredi lui demande pourquoi les cendres de Patricia Redgar l'intéressent. Sa grand-mère explique que Patricia faisait partie des exclus incinérés et enterrés là après avoir été patient à l'hôpital psychiatrique. En ouvrant le vase, Mercredi découvre qu'il contient des plantes, mais pas de cendres humaines. Un corbeau, qui les espionnait, s'empare des nécrologies que Mercredi portait et s'enfuit. Incapable de le rattraper, elle voit l'oiseau emporter les preuves. Mercredi demande à sa grand-mère d'acheter le cimetière pour accéder à ses archives, promettant en échange que sa mère exposera publiquement ses insécurités d'enfance. La grand-mère accepte. De retour à l'école, Mercredi revoit le corbeau, qu'il observe constamment. Ignorant les avertissements, elle entre dans la chambre d'Enid, interrompant son intimité avec son petit ami. Elle remarque qu'Agnès les espionnait. Cette dernière lui remet une lettre révélant que son roman a été rejeté par l'éditeur, qui lui suggère une aide psychologique. Mercredi monte à la tour de l'horloge pour rencontrer son oncle Lucas, à qui elle demande d'infiltrer l'hôpital psychiatrique. Lucas révèle qu'il y a été envoyé par sa mère pour vérifier l'état de sa tante, subissant 2 semaines de thérapie par électrochoc. Il remarque la présence d'Agnès, disant qu'elle sait secouer le cortex cérébral. Il donne à Mercredi des conseils pour passer inaperçu et lui demande de trouver Loi, sans savoir si c'est une patiente ou une docteure, mais l'avertit d'éviter le docteur Fairborn. Lucas commence sa mission, séjournant dans une auberge où il paie en liquide avec des billets tachés de sang. Ces troubles attirent l'attention et la gérante appelle la police. Au poste, Lucas justifie ses 33 passeports en disant qu'il aime voyager, mais il est reconnu pour un ancien braquage de banque où il a léché un cactus comme un bonbon. La shérif contacte l'hôpital psychiatrique pour une évaluation. Un agent informe qu'une femme sans identité a été trouvée à l'hôtel. À l'école, les impliqués dans l'incident du zombie sont surveillés par le professeur Orloff. Bianca reçoit de nouvelles informations, mais est bloquée par ses supérieurs. Mercredi confronte Morticia, exigeant des explications sur sa tante Ophélie. Morticia révèle qu'au cours de sa 2e année, sa sœur a été trouvée hurlant dans la cour après avoir poussé ses pouvoirs psychiques à l'extrême. Malgré ses supplications, sa mère l'a envoyée à l'hôpital psychiatrique. La grand-mère arrive, remettant à Mercredi les actes du cimetière et révélant qu'Augustus Tonor a signé les certificats de décès. Seule avec sa mère, Morticia lui reproche de creuser un fossé entre elle et Mercredi. La grand-mère lui conseille de laisser Mercredi suivre son chemin, que cela réussisse ou échoue. Elle propose une donation pour sa gala si Morticia rend le livre à Mercredi, mais cette dernière refuse et brûle le livre sous ses yeux. À l'école, Ajax pétrifie le professeur pour permettre à Bianca de poursuivre son enquête et manipule les autres étudiants pour qu'ils restent en classe. À l'hôpital, Lucas est accueilli avec méfiance et doit révéler son vrai nom. Il raconte qu'enfant, ses parents l'ont abandonné dans un hôpital psychiatrique car il voyait la mort partout. Son encéphalogramme révèle des objets incrustés dans son cerveau, entraînant son internement et une thérapie par électrochoc. Lucas enquête sur Loi, approchant une serveuse qu'il pense être elle, mais elle s'appelle réellement Loi. Attirés l'un par l'autre, ils s'enferment dans un placard pour un moment d'intimité. À l'école, la colocataire de Mercredi révèle qu'Augustus était médecin à Willow Hill et professeur de sciences à Nevermore jusqu'à un épisode psychotique. Enid, tentant de se rapprocher de Mercredi, est repoussée. Enid lui reproche de sembler plus à l'aise avec Agnès après tout ce qu'elles ont vécu. Soudain, Mercredi remarque une armée de corbeaux les observant. Sur un ordre, les oiseaux attaquent,
mais le professeur intervient avec du feu. Dans le chaos, Mercredi repère le responsable et le poursuit dans un passage secret, mais le perd. Elle tombe sur le docteur Fairborn, présente à la demande de la professeure Capri. Cette dernière, épuisée comme après une course, annonce à Mercredi qu'elle participera à la gala pour poursuivre son enquête. La police découvre que la femme sans identité est la mère de Bianca, qui ordonne aux officiers d'abandonner l'enquête et de détruire les dossiers. Mercredi envoie Ting enquêter sur Capri, ce qui le mène à Willow Hill, où il donne à Lucas des instructions pour trouver Augustus. Lucas le localise dans la « cage aux oiseaux » où une guacamaya parle pour lui. Une décharge électrique force l'oiseau à révéler l'emplacement de Loi. Mercredi interroge Orlov sur Augustus, qui lui apprend que sa femme est morte avant d'arriver à Nevermore, mais que leur fille a construit un aviarium au sommet de la tour Yago. Le groupe de Bianca cache sa mère dans les passages secrets de l'école, échappant à la surveillance. Laurel et Lucas se croisent à l'hôpital et se reconnaissent. Laurel révèle à Fairborn que Lucas Adams est interné, probablement avec Mercredi, demandant à travailler avec Tyler en échange. Après avoir ramené Augustus à sa chambre, Lucas tente d'entrer chez Loi, mais est capturé et enfermé dans une salle de punition avec un zombie. Mercredi infiltre l'hôpital via la classe de musique de Capri, aidé par une cuisinière. Enid, désignée Vigie, et Agnès, utilisant son invisibilité, provoque une explosion dans une salle de bain pour détourner l'attention. Mercredi libère Lucas, mais il laisse par erreur la porte ouverte, permettant aux zombies d'attaquer les gardes surveillant Laurel, qui s'échappe. Bien que Laurel reconnaisse Mercredi, elles partent chacune de leur côté. En atteignant la chambre de Loi, les Adams découvrent qu'il s'agit d'un leurre, menant à un projet secret appelé Ligne d'observation des investigations ségrégées. Loi n'est pas une personne, mais un programme clandestin. Dans un laboratoire souterrain, ils trouvent des sujets d'expérimentation, dont Patricia Redgar et Julian Meloja. Au bout du couloir, une femme pâle et énigmatique, sans identité, est interceptée par la contrôleuse des corbeaux, fille d'Augustus. Elle révèle vouloir extraire les pouvoirs des patients pour les donner aux « normies », étant elle-même la preuve du succès de l'expérience de son père, qui lui a conféré le contrôle des corbeaux via des méthodes douteuses. Lucas déclenche une onde de choc, coupant l'électricité et libérant les sujets, qui attaquent la femme dans le chaos. Mercredi offre son aide à l'inconnu. Laurel libère Tyler, qui, rancunier, lui donne 5 secondes pour fuir avant de la poursuivre. Il la rattrape et la tue brutalement. Lucas dit adieu à la cuisinière avec un baiser passionné, la remerciant. Fairborn protège Augustus dans son bureau, mais le zombie s'infiltre, la tuant, puis attaque Augustus. Dans les couloirs, Mercredi retrouve Tyler, qui la pousse hors du bâtiment à l'arrivée de la police. Ensemble, ils affrontent le zombie, mais il les surpasse et s'enfuit, laissant une traînée de destruction. Dans l'épisode précédent, après avoir été attaqué par Tyler, Mercredi se trouve dans le coma à l'hôpital. Cependant, en se réveillant soudainement, elle rencontre la Dr Wim, découvrant que cette dernière est désormais son nouvel esprit guide. Mercredi trouve cela impossible, car pour assumer ce rôle, il faut être un proche parent. La docteure lui explique que, bien qu'elles soient des parentes éloignées, elles ont effectivement un lien. Mercredi, réticente à accepter cette affirmation, insiste sur le fait qu'il doit y avoir une autre option. Wim répond que son dernier esprit guide s'est sacrifié pour la sauver et que, malheureusement, personne d'autre ne s'est proposé pour occuper ce poste. Wim résume les récentes actions de Mercredi, la perte de ses pouvoirs psychiques, le mensonge à Enid au sujet d'une mort imminente et la libération de Tyler Galpin, un id. Avec sarcasme, la docteure lui dit que son arrogance l'a mené à sa perte. Mercredi, désespéré, lui demande de restaurer ses capacités, mais Wim explique que celles-ci sont liées à son être et qu'elle en a trop abusé. Pendant ce temps, Judy Stonehorst, directrice intérimaire de Willow Hill, annonce lors d'une conférence que 46 résidents se sont échappés et qu'il y a eu plusieurs morts, y compris celle de la directrice Fairborn. Grâce à la police, 43 résidents ont été retrouvés et seront transférés dans un autre centre, car Willow Hill va fermer. Malheureusement, 3 fugitifs restent introuvables, Feste Adams, John Doe et Tyler Galpin. La shérif Santiago apprend que Mercredi est sorti du coma. Elle se rend immédiatement pour parler à Judy, qui lui assure que tout ce qui s'est passé n'était qu'un simple cas d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Selon Judy, Mercredi s'était simplement introduite pour rendre une visite non autorisée à son oncle. Il est peu crédible qu'une adolescente aussi extraordinaire ait pu déjouer le système de sécurité de Willow Hill. Cependant, la shérif Santiago ne croit pas à cette version, car « ordinaire » est le dernier mot qu'elle utiliserait pour décrire Mercredi. Dans une scène ultérieure, on voit un homme travaillant pour Judy en train d'enterrer un corps. Il reçoit un appel d'elle, qui l'informe qu'elle a capturé tous les fugitifs du laboratoire, sauf un, la patiente 1938. Judy insiste pour que la shérif ne sache rien du laboratoire et veut que cela reste secret,
lui ordonnant de retrouver la patiente disparue. Judy rend visite à Mercredi à l'hôpital. Celle-ci la menace en disant que la shérif recevra un tuyau anonyme sur le laboratoire. Judy répond qu'elle ne trouvera rien, car les secrets sont parfaitement dissimulés. Mercredi lui demande des nouvelles de la patiente 1938, s'interrogeant sur pourquoi on ne lui a pas attribué un faux avis de décès et ce qui rend cette patiente si spéciale. Judy feint l'ignorance à ce sujet. En quittant la chambre, Mercredi reçoit un bouquet de fleurs fanées accompagné d'une note menaçante. « Toi et ceux que tu aimes mourront ce soir. » À sa surprise, elle trouve Tyler sur place, mais lorsqu'elle s'approche, il a disparu. Pendant ce temps, Bianca cache sa mère à l'école, lui assurant que personne ne la trouvera là-bas. Elle lui promet qu'elle sera en sécurité tant qu'elle restera à cet endroit. Mercredi, de son côté, commence à être agacé par la présence constante de Wim, bien que, bien sûr, personne d'autre ne puisse la voir, sauf elle-même. Dans un moment de frustration, elle dit à Enid que Tyler est vivant et se trouve à Jericho. Elle lui ordonne de faire ses bagages et de rentrer chez elle, car Tyler a l'intention de les tuer toutes les deux. Enid, cependant, lui assure qu'elle n'a pas peur, car elle l'a déjà vaincu une fois. Mercredi, d'un ton grave, lui répond que ce n'était qu'une question de chance. À ce moment, Wim intervient, suggérant à Mercredi de révéler à Enid la vérité sur la prémonition qu'elle a eue. Cependant, Mercredi décide de ne pas partager cette information. Pendant ce temps, tout le monde célèbre le jour des morts. Mercredi demande à Dor d'annuler les festivités, étant donné que Tyler est toujours en liberté, mais il refuse d'accéder à sa demande. De plus, il lui mentionne que, si la situation devait empirer, la professeure Capri a des connaissances sur les Hyde, car elle a un passé lié à eux. L'homme au service de Judy localise Tyler, qui délire avec son père. En un instant, Tyler se transforme rapidement en Hyde et tue l'homme de manière violente. Mercredi, consciente que la professeure Capri possède des connaissances sur les Hyde, décide de se tourner vers elle pour obtenir des réponses. Elle sait que l'ex-petit ami de Capri était un Hyde et qu'il a été abattu après l'avoir attaqué. Elle lui demande ce qui a pu pousser son ex-petit ami à tenter de mettre fin à ses jours, mentionnant que Tyler est en route et qu'elle doit apprendre tout ce qu'elle peut sur les Hyde. Capri lui révèle que la maîtresse de son ex-petit ami, Hyde, était également amoureuse de lui et lui avait ordonné de tuer Capri. Cependant, l'ex-petit ami a fini par tuer accidentellement sa maîtresse, ce qui l'a conduit à la folie. Les Hyde, en particulier les mâles, ne peuvent pas survivre sans maître, et la mort de leur maître les rend totalement incontrôlables. Avec cette nouvelle information, Mercredi envisage la possibilité de devenir la maîtresse de Tyler. Plus tard, Mercredi fouille parmi les affaires de Thornhill lorsque, soudain, Morticia entre dans la pièce et découvre que sa fille examine une formule de chimie organique parmi les notes de Thornhill. Elle soupçonne immédiatement que cela a un rapport avec Tyler. Mercredi, cependant, explique qu'elle doit être prête au cas où il reviendrait, mais Morticia, visiblement sceptique, ne la croit pas. Elle sait que la soif de vengeance de sa fille est puissante. Pendant ce temps, Enid, inquiète de savoir que Mercredi ne pourra pas vaincre un Hyde seul, a l'idée de rassembler les obscuristes. De leur côté, Pericle et Homero cherchent Slurp partout. Après plusieurs heures de recherche, Homero dit à Pericle qu'ils ont passé trop de temps sans le trouver et tente de le convaincre que Slurp a probablement trouvé des pâturages plus morts où se promener. Finalement, ils décident tous deux d'assister à une célébration du jour des morts dans l'espoir de poursuivre leurs recherches là-bas. De loin, Slurp observe Pericle et en le reconnaissant, décide de le suivre. Pendant ce temps, les officiers découvrent le corps de l'homme qui travaillait pour Judy. Après avoir examiné la scène, ils concluent que Tyler collabore avec le zombie. La sergente Santiago, convaincue que Tyler se dirige vers Nevermore, ordonne un renforcement de la surveillance autour de l'institution. Au même moment, la patiente 1938 entend la nouvelle à la radio et décide également de se rendre à Nevermore. Mercredi continue de s'immerger dans l'étude des notes de Thornhill. Son objectif est de libérer Tyler avant qu'il ne mette à exécution sa menace de tuer Enid cette nuit-là. À ce moment, Agnès apparaît. La fanatique révèle à Mercredi qu'elle lui a rendu visite tous les jours à l'hôpital. D'un ton inquiétant, Agnès confesse qu'en l'absence de tout le monde, elle tressait les cheveux de Mercredi et essayait ses vêtements. Agnès informe également Mercredi que les obscuristes se réuniront pour planifier quelque chose d'important. Enid a convoqué les obscuristes et leur explique que Tyler veut la tuer, ce qui provoque une alarme générale. Mercredi arrive à la réunion et fait comprendre à Enid qu'elle ne cédera pas. Elle annonce que Tyler attaquera ce soir-là pendant la procession du souvenir, mais qu'elle a un plan pour le contrôler. Mercredi commence à préparer l'infusion de Thornhill lorsque Wim insinue que ce qu'elle ressent pour Tyler pourrait être de l'amour, et non de la haine. Pendant ce temps, Slurp arrive à la célébration du jour des morts et commence à attaquer. La nouvelle parvient aux officiers, qui se rendent rapidement sur place. Pericle trouve enfin Slurp,
qui, désormais beaucoup plus humain, lui dit que Pericle lui a donné une seconde chance et qu'il ne veut pas la gâcher. Il le supplie de le laisser partir, et Pericle, compatissant, le laisse s'en aller. De retour auprès des officiers, Pericle leur dit qu'il n'a trouvé personne, bien que Homero voit Slurp quitter les lieux sans que Pericle ne le confirme. De son côté, la patiente 1938 rencontre Morticia, et c'est à ce moment que nous découvrons que son vrai nom est Françoise, la mère de Tyler. Françoise révèle qu'elle était retenue captive à Willow Hill et que c'est Mercredi qui l'a libérée. Pendant ce temps, Do informe Mercredi que Tyler est déjà sur place. Tyler poursuit Enid, et tous tendent un piège pour le forcer à se transformer en Id. À cet instant, Mercredi profite de l'occasion pour l'injecter, mais son plan échoue. Tyler l'attaque, et dans le chaos, Françoise, désormais transformée en Id, apparaît et emporte Tyler. Mercredi, stupéfaite, découvre que Françoise est la mère de Tyler. Morticia révèle qu'elle avait conclu un accord avec elle. Elle lui avait promis de contrôler Tyler, et une fois cela fait, de quitter Jericho pour toujours. Cependant, Mercredi doute de la sincérité de cette promesse. Plus tard, Homero rencontre Morticia et lui annonce que Slurp est en réalité Isaac. Morticia lui révèle que Françoise est toujours en vie, alors qu'il la croyait tous deux morte. Pendant ce temps, Mercredi continue de lutter pour protéger Enid, bien qu'elle se sente piégée, car ses recherches sont bloquées et le temps semble lui échapper. Ensuite, nous voyons Mercredi heureuse, se maquillant le visage avec enthousiasme. Elle enfile des bottines et des vêtements colorés, très excitée. Tous ses camarades l'observent avec étonnement face à cette nouvelle attitude. Mais 16h36 plus tôt, Mercredi avait parlé à la police et au directeur de Nevermore, disant qu'elle avait averti au sujet de Tyler. De plus, un second monstre avait interrompu son plan, qui fonctionnait comme une horloge suisse. Et elle sait de qui il s'agit, Françoise Galpin, la mère de Tyler. Elle était censée être morte il y a 15 ans, mais Mercredi a découvert qu'Augustus Tonhurst avait simulé sa mort, car il expérimentait sur elle et d'autres dans les sous-sols de Willow Hill. De plus, sa fille Judy était au courant de tout, mais gardait le secret. Par précaution, le directeur Barry décide d'instaurer un couvre-feu. Ensuite, son esprit guide, Larissa, croise Mercredi et la félicite d'avoir libéré les deux Ides, tout en lui précisant que sa vision reste intacte. Enid mourra, et Mercredi en sera toujours responsable. Son guide lui dit que son manque d'empathie fait d'elle un maillon faible et lui conseille de laisser Tyler et Françoise aux autorités, car elle doit maintenant se concentrer sur la résolution de ses problèmes avec sa mère. Ensuite, le professeur Orloff lui parle du frère de Françoise, Isaac, qui était un Da Vinci exceptionnel. Il avait conçu un système vital pour lui-même, mais les autres ne l'intéressaient pas. Un jour, son laboratoire a explosé. On n'a jamais retrouvé son corps, mais on raconte qu'il a été enterré sous l'arbre du crâne. Mercredi va immédiatement interroger Pericle au sujet de son zombie, car elle sait qu'il s'agit d'Isaac. Pericle lui répond que le zombie ne reviendra pas, car il l'a laissé partir. Cependant, il a laissé tomber quelque chose en s'en allant, une photo datée de 1938, ce qui laisse entendre qu'il cherche sa sœur. De son côté, Tyler est visité par sa mère, qui lui assure qu'elle le garde dans un endroit surconstruit par son père. Mais Tyler se sent mal, car il remarque qu'il est attaché, sa mère l'ayant ligoté parce qu'il a libéré son petit de la veille, ce qui arrive lorsqu'il n'a pas de maître. C'est pourquoi sa mère deviendra son maître. Pendant ce temps, la professeure Capri rend visite à Enid, car elle a vu se transformer en loup-garou après l'incident avec le Id, sans qu'il y ait eu de pleine lune. Cela signifie qu'elle pourrait être une alpha. Enid s'inquiète, car les alphas finissent toujours seuls, bien qu'il reste à découvrir si elle est vraiment une louve alpha. Ensuite, nous voyons Mercredi et sa grand-mère s'entraîner au tir. Pendant ce temps, Mercredi montre à sa grand-mère la photo du zombie que son frère lui a donné. Sa grand-mère lui parle de Rosalind Rodwood, une légendaire professeure corbeau enterrée à Nevermore, et lui explique que si un corbeau récite l'inscription gravée sur sa tombe, il peut obtenir une vision temporaire. Mercredi se rend au cimetière de Nevermore, suivi par Enid, car une inspection des chambres aura lieu, et ceux qui ne seront pas présents seront exclus de la gala. Mercredi récite la phrase gravée et parvient à entrer dans la chambre de Rosalind. Celle-ci lui propose de placer sa main contre la flamme et de résister. Si elle y parvient, elle obtiendra une vision psychique renouvelée. Mais si elle retire sa main, elle rompra le regard du corbeau et devra en payer le prix. Mercredi place sa main et commence à voir des visions, mais Enid l'interrompt et retire sa main de la flamme. Elle se réveille ensuite à Nevermore, mais découvre qu'elles ont échangé leur corps. La grand-mère sait que Mercredi a rompu le regard du corbeau, mais décide qu'elle doit résoudre cela seule. Mercredi, dans le corps d'Enid, retourne à la tombe de Rosalind. Enid, dans le corps de Mercredi, va chercher une boisson contenant du colorant, et croyant que l'allergie était une plaisanterie, en souffre maintenant et croise Morticia, qui, heureusement, a le remède parfait.
Elle lui donne également ses capsules de champignons, qu'elle doit toujours prendre. Remarquant une attitude différente chez elle, Morticia invite sa fille à un dîner familial ce soir-là et lui dit de ne pas manquer, car Largo viendra la chercher. Pendant ce temps, mercredi, dans le corps d'Enid, arrive au cimetière, où sa grand-mère lui révèle qu'il y a eu 2 autres cas similaires aux siens, mais qu'ils sont morts dans les 24 heures. De son côté, nous voyons le zombie de Pericle récupérer peu à peu son corps et descendre dans un souterrain. Tyler et sa mère partagent un repas et sont surpris par le zombie. Les 2 frères se retrouvent. Françoise présente son frère Isaac à Tyler, mais elle commence ensuite à tousser sans arrêt, expliquant que cela est dû à sa condition de Id, car elle a vécu trop longtemps. Françoise confesse à son frère que le docteur Stonehurst a volé ses livres et construit sa machine à Willow Hill, transférant ses capacités aux normies, et que sa fille Judy la traquait. Cependant, Isaac l'a éliminé. Maintenant, ils doivent retourner à Willow Hill et utiliser la machine pour sauver Françoise. Mais avant, Isaac veut retourner à Nevermore. De son côté, mercredi, dans le corps d'Enid, découvre que Rosalind vivait dans la cabane où habite maintenant sa mère et accepte de prendre le thé là-bas. Elle y entre par une porte secrète et trouve le squelette de Rosalind, qui lui dit que pour se rétablir, elle doit être prête à mourir dans la peau empruntée et qu'elle a jusqu'à l'aube pour percer les secrets les plus profonds de la vie qu'elle a assumés. Mais à ce moment, Morticia la découvre et la fait sortir. De retour à Nevermore, Enid, dans le corps de mercredi, commence à lire le roman écrit par Mercredi, où le personnage inspiré d'Enid prononce des paroles funestes et la traite de « diable ». En colère, elle subit une crise terrible, s'habille de vêtements colorés et se met à danser à travers Nevermore. Mais la véritable Mercredi observe tout cela. Mercredi, dans le corps d'Enid, confronte Bruno, car elle a entendu parler en philippin. Comme elle maîtrise la langue, elle découvre qu'il trompe Enid et met fin à leur relation immédiatement. Mais Agnès a tout entendu. Aussitôt, Agnès entre dans la chambre de Mercredi et trouve Enid dans le corps de Mercredi. Elle lui dit qu'elle est inquiète de tout ce qui s'est passé récemment, comme son comportement dansant, et qu'elle a maintenant un téléphone. Enid, dans le corps de Mercredi, répond que tout va bien, mais Agnès insiste sur le fait qu'elle agit bizarrement et que son obsession à sauver Enid de la mort l'a rendue folle. Cependant, personne ne la blâme, car Enid est une idiote. Enid, dans le corps de Mercredi, s'énerve et lui crie qu'elle souhaite qu'elle reste invisible pour toujours. Agnès se rend à une séance de soutien où se trouvent des yeux, des doigts et même une oreille. Là, elle partage ses émotions et confesse qu'elle pensait enfin trouver des amis, mais qu'elle a été plus invisible que jamais. Pendant ce temps, au dîner, Enid, dans le corps de Mercredi, ne sait pas comment réagir face aux plats exotiques d'animaux étranges, qui sont les préférés de Mercredi. Lors de la conversation familiale, ils doivent confesser leurs mensonges. Pericle révèle l'histoire de son zombie, et pour cela, lui et son père se retirent pour recevoir une punition. Les filles restent seules, et Larissa, le guide de Mercredi, apparaît. Elle raconte à Morticia que sa mère a conseillé à Mercredi d'aller à la tombe de Rosalind, ce qui a provoqué l'échange de corps avec Enid. Elles n'ont que jusqu'à l'aube pour inverser cela, et elles doivent le faire seules. Pendant ce temps, Isaac rend visite au professeur Orloff pour lui reprendre la faveur qu'il lui avait donnée et voler son esprit brillant. Mais il est découvert par Agnès, qui crie immédiatement, bien que ses pouvoirs empêchent qu'on la voie. Isaac emmène le professeur Orloff auprès de sa sœur et de Tyler, expliquant qu'il servira de source d'énergie pour la machine de Willow Hill. Enid, dans le corps de Mercredi, se rend aux cages lupines pour aider la véritable Mercredi. Mais lorsqu'elle la libère et lui reproche de ne pas lui avoir parlé de sa vision, elles appellent Agnès pour lui dire qu'elle a trouvé Isaac, Françoise et Tyler, et qu'ils se dirigent vers Willow Hill. Elles vont donc sauver Agnès, vaincre les Galpins, puis échanger leur corps. À Willow Hill, Tyler découvre que la machine sert à retirer les capacités, car le Id est une malédiction, bien qu'il ait été le seul à se sentir libre. Juste au moment de commencer, il capture Agnès et l'enferme. Mais les filles arrivent, libèrent Agnès, et Mercredi, toujours dans le corps d'Enid, commence à se transformer en louve, car elle ne parvient pas à se calmer. Cependant, voyant que tout va exploser, les filles s'enfuient, tout comme les Galpins. Ensuite, comme Agnès connaît la vérité, elle l'envoie à Nevermore, et elle court vers la tombe de Rosalind pour percer ses secrets les plus profonds. Elles y parviennent et retrouvent leur corps. Larissa annonce à Mercredi que la vision où Enid mourait a disparu, mais qu'une autre vie est désormais en danger, un Adams, sans qu'on sache qui. Il y a 15 ans, dans un bar appelé Tiki Tells, Barrydor discute avec le barman, Arnold Dint, en vantant son travail dans certains programmes et en lui proposant de le rejoindre pour un mouvement qu'il planifie, appelé Melodia Diurna. Arnold accepte le marché. Dans le présent, Dor lit le journal et se rend compte que Arnold a été vu, qualifié de leader d'une secte. Dor trouve Bianca avec Gabriel, sa mère, et les confronte pour vivre dans cet endroit. Bianca lui demande s'il fait également partie de Melodia Diurna,
et Dor l'interrompt en disant qu'il est Melodia diurna et qu'il est temps pour elle de reprendre le travail. Mercredi et Enid discutent dans un couloir lorsqu'Agnès apparaît, disant à Enid que c'était une belle tentative de lui dire de rester invisible. Enid répond qu'elle ne regrette rien, mais qu'Agnès devrait être reconnaissante qu'elle l'ait sauvée malgré la prémonition de sa mort. Agnès réplique que cela ne s'est pas encore produit et que c'est la pire prémonition. Mercredi interrompt en disant que la prémonition a changé. Maintenant, un Adams va mourir, et c'est pourquoi elle doit trouver Isaac et la famille Galpin avant qu'ils n'atteignent la sienne. Agnès donne à Mercredi un dossier contenant des informations sur Isaac Knight lors de son passage en 9e et 12e année à l'Académie Nevermore. Mercredi confronte ses parents pour leur avoir caché des informations sur Isaac. Elle dit à Homero qu'il était son colocataire, et son père répond qu'il était plus que cela, son meilleur ami. Morticia ajoute que son père était le seul à pouvoir toucher le cœur métallique d'Isaac. Homero précise qu'il a essayé de le protéger des personnes qui voulaient exploiter son génie. Mercredi ajoute qu'une de ces personnes était Augustus Stonehurst, c'est pourquoi il lui a construit un laboratoire dans la tour Yago. Morticia explique qu'Isaac croyait pouvoir utiliser la science pour extraire la capacité de Françoise. Mercredi dit qu'Isaac s'est complètement régénéré et a retrouvé Françoise et Tyler, qui n'a pas quitté la ville comme il avait promis, en regardant sa mère. Morticia et Mercredi se retrouvent dans le jardin de plantes. La fille confesse que Enid ne mourra plus, mais qu'un Adams mourra. Devant le regard stupéfait de sa mère, Mercredi lui dit qu'elle envisagerait de sacrifier son frère Pericle. À l'académie, Enid est interrompue par Bruno, qui s'excuse pour ce qui s'est passé avec Sophia. Enid, hésitante, lui dit qu'après avoir gardé ce secret tout le semestre, elle ne sait pas si elle peut lui faire à nouveau confiance. Bruno répond qu'il a quitté Sophia pour cette raison, car il veut tout faire pour regagner sa confiance, lui demandant s'il peut l'accompagner à la gala. Isadora convoque Enid dans son bureau, l'empêchant de répondre à Bruno. Dans le bureau, Isadora lui demande pourquoi elle s'est échappée des cages lupines. Enid s'excuse, disant que ce n'était pas elle. Capri répond que ce n'est pas une excuse, l'avertissant que devenir une alpha n'est pas à prendre à la légère et qu'elle pourrait rester dans cet état pour toujours, ce qui inquiète Enid. Pendant ce temps, Tyler, Isaac et Françoise sortent en ville dans une clinique vétérinaire à proximité pour trouver des médicaments pour Françoise, qui en a urgemment besoin. Mercredi trouve la cachette d'Eid et prend une chenille que Dedo a trouvée. Peu après, Hugin lui dit qu'il s'agit de papillons cadavres, qu'il a pris sur le corps de Slurp lorsqu'ils étaient sur le point de naître, expliquant qu'ils peuvent la guider vers leur propriétaire. Mercredi rend visite à Enid dans sa cage lupine la nuit, mais elles sont interrompues par Ajax, qui leur dit que Bianca est en difficulté et que sa mère a disparu. Ils pensent que Dor est impliqué, alors Mercredi va le confronter. Dor rencontre les Adams dans son bureau, fier des donations monétaires faites par la grand-mère de Mercredi sous le contrôle de Bianca. Furieux et déconcertés par le comportement étrange de la mère de Morticia, les Adams quittent les lieux. Mercredi confronte Bianca, la forçant à confesser tout le plan de Dor pour voler la fortune de sa grand-mère. Cependant, Bianca utilise son pouvoir pour faire oublier tout à Mercredi. En quittant les lieux, Agnès apparaît pour répéter les paroles de Bianca et le plan orchestré par le directeur. Mercredi est surprise de voir qu'Agnès a pris ses vêtements pour s'habiller comme elle et lui demande pourquoi. La fillette répond qu'elle voulait lui montrer à quel point elle est importante pour elle, mais Mercredi lui dit qu'elle a échoué et lui tourne le dos. La nuit de la gala, les Adams entrent à la fête. Tous les invités sont élégamment vêtus, portant des masques qui couvrent leur visage. Dor apparaît avec sa nouvelle alliée, la mère de Morticia, comme reine du bal. Mercredi entre à la gala et se dirige vers Bianca, lui demandant où se trouve sa mère. Bianca, confuse et surprise, pensant avoir effacé ses souvenirs, lui demande comment elle a pu se souvenir. Mercredi l'interrompt, disant que si elle veut que Dor soit arrêtée, elle doit lui faire confiance, lui redemandant où se trouve sa mère. Bianca lui dit qu'elle est dans son appartement. Enid rejoint Bruno, mais Sophia s'approche d'eux. Bruno lui demande comment elle est arrivée là. Enid suppose qu'elle a pris l'avion depuis Manille dès qu'il lui a dit qu'ils avaient rompu. Sophia dit qu'elle doit être Enid, ajoutant qu'elle ne veut pas que la situation entre eux trois soit gênante. Enid répond qu'il n'y a pas de problème, un peu triste de ce qui se passe, et dit à Bruno qu'elle pensait qu'il pourrait arranger les choses, mais qu'elle s'accrochait simplement au passé. Elle doit maintenant suivre un nouveau chemin, seule. Dans une pièce, Enid entend des bruits de quelqu'un qu'elle ne peut pas voir et demande si c'est Agnès. La fillette apparaît devant elle en pleurant. Enid lui demande ce qui s'est passé, et Agnès répond que Mercredi l'a attaquée avec une bombe Adams, la félicitant d'avoir gagné. Elle ajoute qu'elle pensait avoir tout pour être une meilleure amie, mais que ses qualités de sarcasme et son esthétique néo-gothique n'ont pas suffi, et qu'elle s'est trompée. Enid la console, lui disant qu'elle ne doit pas se cacher derrière la personnalité de quelqu'un d'autre, ce qui réconforte un peu Agnès. La stalkeuse lui demande des nouvelles de sa routine de danse,
Mais Enid répond qu'elle a eu des problèmes avec Bruno et n'a pas envie d'être seule. Agnès lui propose de danser avec elle si elle veut. Ajax sort Gabriel de l'appartement, et mercredi retrouve Enid, lui disant que pour arrêter Dor, elles auront besoin de plus d'aide, y compris celle d'Agnès. La fillette apparaît et demande quel est le plan. Pendant qu'elle réalise la chorégraphie de la gala, Agnès devient invisible un instant pour voler le collier qui protège Dor du chant des sirènes et le remet à mercredi, revenant auprès d'Enid pour terminer la danse. À la fin, tout le monde applaudit leur performance. Bianca prend le micro pour dire quelques mots, observant avec satisfaction sa mère et mercredi avec le collier. Elle appelle le directeur Dor et Morticia Adams sur scène. Sans la protection du collier, Bianca ordonne à Dor de révéler à tous comment la gala a été organisée, le forçant à confesser tout son plan orchestré. N'ayant pas d'autre choix, Dor prend Bianca et menace de la désintégrer avec son feu si quelqu'un s'approche. Ajax apparaît derrière eux, appelle Dor, retire son chapeau et le transforme en pierre. Lorsque le lustre au-dessus de lui s'effondre, le directeur est réduit en morceaux de pierre sur le sol de la gala. Bianca remercie Mercredi et Ajax pour leur aide dans cette situation. Morticia et Homero s'approchent de leur fille, mais à ce moment, leur grand-mère apparaît pour dire à Mercredi qu'elle attend avec impatience sa compagnie cet été. Mercredi répond qu'après ses commentaires sur son père, elle a changé d'avis. Elle ajoute que si elle veut qu'elle reconsidère, elle devra faire une donation substantielle à Nevermore en l'honneur de son père. Esther, fière du chantage de sa petite fille, accepte le marché. Jean court vers Mercredi pour lui dire que Isaac est au cimetière de Nevermore. Morticia, remarquant l'absence de Pericle, demande où il est. Son fils, qui se trouve au cimetière, rencontre Isaac, qui lui dit qu'il doit lui demander une faveur, puis l'endort et l'enlève. Mercredi et Eugène courent à la recherche de son frère, mais ne le trouvent pas. L'histoire se poursuit dans le 8e et dernier épisode. Dans cet épisode, la recherche de Pericle se déroule à la fois dans la forêt et dans le cimetière. Bientôt, la shérif informe les parents qu'aucune trace du garçon n'a été trouvée. Elle suggère même à Morticia et Homero que l'un de leurs anciens ennemis pourrait chercher à se venger d'eux. Au lever du jour, la directrice conseille à Mercredi et Morticia de travailler ensemble en combinant leurs capacités psychiques pour localiser Pericle. Cependant, Mercredi explique qu'elle ne peut pas, pour le moment, recourir à ses pouvoirs. Face à cette situation, la directrice propose de faire appel à l'autre corbeau de la famille, la grand-mère de Mercredi. Ainsi, lorsqu'Esther fait son apparition, elle déclare ne pas comprendre pourquoi quelqu'un kidnapperait un être apparemment sans valeur comme Pericle. Mercredi, elle, comprend immédiatement la véritable intention et souligne que l'enlèvement n'est qu'un piège soigneusement préparé. La séance de spiritisme commence, tous se tenant par la main, bien que Mercredi le fasse à contre-cœur. Bientôt, la jeune fille commence à avoir une vision dans laquelle elle voit ses propres parents dans le passé, en train d'enterrer Isaac Calavra. Sans autre choix, Morticia est forcée de raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Homero et Françoise s'étaient réunis avec Isaac dans la tour Iago, car ce dernier affirmait avoir construit une machine capable de guérir définitivement Françoise. Pour cela, ils avaient besoin d'une source d'énergie et ont utilisé Homero, qui, à cette époque, était aussi électrisant que Pericle. Cependant, Isaac les avait trompés, car il était prêt à sacrifier la vie d'Homero pour sauver Françoise. Lorsque Morticia est arrivée et a découvert que son mari était sur le point de mourir, elle a décidé de saboter la machine. Cela a provoqué l'explosion de la tour, entraînant la mort d'Isaac et la perte définitive des capacités d'Homero. Face aux menaces d'Augustus, la famille a choisi de cacher ce qui s'était passé. Mercredi comprend alors qu'Isaac est revenu avec l'intention de répéter l'expérience, cette fois en utilisant Pericle comme source d'énergie. Bien que Morticia et Esther lui conseillent de rester en dehors de cela, Mercredi désobéit à leurs avertissements et se prépare à intervenir. Pendant ce temps, à l'école, Ajax s'approche à nouveau d'Enid, lui assurant qu'il a mûri et que, même s'ils ne sont plus ensemble, il souhaite être son ami. Elle accepte sa proposition, et leur amitié est rétablie. Peu après, Agnès arrive avec une liste de prétendants potentiels pour Enid, lui proposant d'espionner pour découvrir leurs secrets. Dans une cabane isolée, Isaac promet à Françoise que, quoi qu'il arrive, il tiendra sa parole. À cet instant, Tyler arrive, informant qu'il a laissé de fausses pistes à plusieurs kilomètres pour tromper ceux qui les recherchent. De retour à l'école, Agnès fait ses adieux lorsque son père vient la chercher. Enid avertit Mercredi qu'elle ne pourra pas l'aider, car elle sera occupée à rester enfermée pour des raisons de sécurité. Mercredi lui promet de la libérer le lendemain. Plus tard, pendant qu'Eugène s'occupe de ses abeilles dans l'abri, il est intercepté par Isaac. Peu après, Mercredi prévient la shérif que les traces trouvées ne sont qu'un leurre. À ce moment, Hugin arrive avec une boîte envoyée par Isaac à l'attention de Mercredi. En l'ouvrant, elle découvre un message qui lui donne rendez-vous à minuit près de l'arbre.
Une fois sur place, Mercredi confie à Dedo une arbalète avec l'ordre de tirer sur Isaac au moment opportun. Pendant ce temps, elle rencontre Isaac et Pericle. Isaac propose que Pericle répare les erreurs commises par ses parents, mais Mercredi lui avertit qu'il n'a pas la machine. À cet instant, Dedo tire. Cependant, Isaac parvient à bloquer la flèche. Immédiatement, Tyler apparaît et capture Dedo, révélant à Mercredi la vérité. Cette main appartenait en réalité à un homme. Il explique qu'après la nuit où Morticia l'a confronté, cette extrémité était la seule partie de son corps à avoir survécu après qu'elle a amputé. Dedo tente de résister, mais Isaac l'oblige à se reconnecter à son corps, obtenant ainsi un contrôle total sur lui. Après avoir atteint son objectif, il jette Mercredi dans une fosse, la recouvrant de racines et de terre. Cependant, toute cette scène est observée par Agnès, qui court immédiatement raconter ce qui s'est passé à Enid. Alarmée, Enid se rend sur place, et remarquant que le pouls de Mercredi s'affaiblit à chaque seconde, elle prend une décision extrême. Elle se sacrifie, adoptant de manière irréversible sa forme de loup-garou pour détruire la tombe et la sauver. Lorsque Mercredi se réveille et découvre le sacrifice de son ami, elle comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière. Émue, elle envoie Agnès rester auprès d'Enid. Peu après, ses parents et la directrice arrivent pour se joindre à la cause. Pendant ce temps, dans la tour Yago, Isaac utilise ses pouvoirs psychiques pour restaurer complètement sa machine en quelques secondes. Sur le chemin de la tour, Mercredi reproche à ses parents de ne pas avoir dit la vérité à Dedo sur son origine, mais ils justifient leur silence, affirmant qu'ils ne voulaient pas l'accabler avec une vérité aussi douloureuse. En arrivant, Morticia envoie Homero chercher la shérif, tandis qu'elle et Mercredi se préparent pour l'imminente bataille. Le laboratoire est réactivé, et Pericle est utilisé comme source d'énergie. Fidèle à la promesse faite à Françoise, Isaac immobilise Tyler, car elle a décidé de se sacrifier à la place de son fils. Tyler refuse qu'on lui retire son énergie vitale, mais Françoise lui explique qu'elle agit uniquement pour son bien, car elle l'aime profondément. Lorsqu'Isaac déclenche la décharge électrique, il ne remarque pas que Mercredi s'est approché discrètement de Tyler. Bien que celui-ci lui demande de le tuer, elle refuse et décide plutôt de le libérer. Au moment où Tyler commence à se transformer en Id, Mercredi en profite pour sauver son frère. Tyler, devenu Id, attaque furieusement son oncle, puis confronte sa mère, l'obligeant à révéler sa véritable nature. Françoise répond en se transformant, déclenchant une bataille titanesque entre les deux monstres qui détruit le laboratoire. Le combat entre les Id se prolonge à l'extérieur, tandis qu'Homero rejoint le reste de la famille. Déterminé, Mercredi retourne à l'intérieur pour affronter Isaac, avec l'intention de lui amputer la main et de libérer Dedo. Mais à cet instant, une explosion dévastatrice se produit dans le laboratoire. L'onde de choc fait que Françoise reste suspendue au bâtiment. Tyler lui offre son aide, mais, résignée, elle choisit de lâcher prise et de tomber. Son corps est retrouvé par la police. Tyler, déchiré par la douleur, pousse un cri désespéré vers le ciel. Au sommet de la tour, tous reprennent conscience, sauf Morticia, qui est coincée sous le poids d'une machine. Mercredi craint le pire, mais à son soulagement, sa mère ouvre les yeux et lui sourit, assurant que sa prémonition ne s'est apparemment pas réalisée. À ce moment, Isaac apparaît et commence à étrangler Mercredi en guise de punition. Dans leur désespoir, les Adams s'adressent directement à Dedo, le suppliant de revenir dans leur famille. Mercredi tente même d'amputer la main à nouveau, et bien qu'elle échoue, l'effort n'est pas vain. Dedo parvient à se rebeller complètement et se jette sur Isaac. Le combat culmine lorsque la main arrache le cœur d'Isaac, lui ôtant la vie. Pourtant, il est clair que Dedo n'appartient pas entièrement à ce monde. Dans un dernier acte de volonté, il rompt les coutures qui le reliaient à Isaac et retourne finalement auprès de sa véritable famille. Le lendemain, Mercredi demande à Dedo ce que ça fait de découvrir qu'il est l'extension d'un ancien génie maléfique. La main semble incertaine, mais Mercredi lui rappelle que, bien qu'il ne puisse pas contrôler son origine ni son passé, il peut décider de son avenir. Lorsqu'elle lui demande quel chemin il choisira, Dedo lance un anneau, symbolisant qu'il restera à ses côtés. Quelques instants plus tard, Agnès arrive avec une information capitale. Elle a trouvé des indices indiquant qu'Enid se dirige vers le nord, à seulement 8 km de la frontière canadienne. Pendant ce temps, au cimetière, Tyler reçoit la visite inattendue d'Isadora. Elle lui assure qu'elle sait qu'il ne pourra pas survivre seul et lui propose un système de soutien. Un groupe de Id cachés formant une véritable meute, une alternative qui dépasse le besoin d'être soumis à un seul maître. Tyler se méfie, sachant que Isadora est une louve-garou, mais elle lui révèle un secret personnel. Son père était en réalité un Id. Ailleurs, Eugène fait ses adieux à Périclès en lui offrant une boîte pleine de cafards, lui proposant également de lui rendre visite chez lui pendant les prochaines vacances. De son côté, Morticia décide d'offrir à sa fille le journal de sa sœur Ophélie,
comprenant enfin que cacher des secrets peut avoir des conséquences douloureuses. Peu après, la directrice informe mercredi qu'en restaurant son lien familial, elle a également retrouvé ses pouvoirs psychiques. Après avoir remercié la famille Adams pour avoir maintenu son esprit en vie, la directrice prend congé avec solennité. Quelques instants plus tard, à la surprise de ses parents, mercredi leur annonce qu'elle ne rentrera pas encore chez elle. Au lieu de cela, elle rejoint son oncle pour commencer la recherche d'Enid, tout en feuilletant le journal de sa tante. Elle a une nouvelle vision dans laquelle elle voit Enid vivante. Au même moment, Esther s'enfonce dans des catacombes où sa fille est retenue captive. Là, la jeune femme, dans un état perturbant, peint sur les murs une unique et sinistre requête, tuer mercredi. C'est ainsi que la saison 2 se termine. En attendant la saison 3, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube.